bonjour à toutes et tous. Merci à ceux qui sont là dans la salle. Merci à ceux et celles qui sont à distance pour nous écouter. Alors pour commencer cette conf, j'étais embêté au début pour créer cette conf parce que je déteste les confs sponsorisées. Et ceci est une conférence sponsorisée pour O2Switch en tant que partenaire de l'événement. Donc vous m'avez entendu dire une fois O2Switch, je vais le dire une deuxième fois et normalement je le dis plus après. Voilà. Si moi je le dis, c'est parce quoi ça compte. Ça t'as le droit. J'ai le droit, ok. Et donc j'ai aussi demandé à Christophe de 410 Gone de venir pour qu'on dialogue un peu sur la problématique hébergeur-hébergé, enfin problématique, sur les responsabilités hébergeur-hébergé, parce qu'on trouvait que c'était plus sympa de le faire à deux que juste un simple monologue de ma part. Et puis moi j'ai accepté avec plaisir parce que il y a 2 ans on a découvert avec Kovan qu'on avait un passé commun dans une soirée SEO Camp. Et ce jour-là Kovan il m'a dit t'as changé ma vie. C'est vrai hein, tu m'as dit cette phrase-là donc je pouvais pas refuser d'être là à tes côtés aujourd'hui. Merci Christophe. Alors je redis donc une deuxième fois O2Switch. O2Switch, nous sommes une entreprise animalière qui élevons des animaux sympathiques. Et accessoirement, on héberge aussi un certain nombre de sites internet, donc peut-être certains des vôtres, puisqu'on est un hébergeur vu comme assez SEO friendly. Et donc l'idée, dans cette conférence, c'est vraiment de parler des responsabilités qui sont nécessairement partagées entre l'hébergeur et l'hébergé. Moi j'ai des remontées des équipes support des fois où il peut y avoir des incompréhensions, j'ai des discussions des fois en me disant mais ça c'est vous qui le faites, ça c'est pas vous. Nous hébergeurs, et quand je dis nous, il y en a même d'autres dans la salle, un hébergeur on est la réalité physique concrète du web. Notre métier, nous, c'est pas de gérer des sites, des mots-clés, etc. Notre métier, c'est de gérer de l'électricité, des milliers de kilomètres de câbles, des choses avec, vous savez, du matériel, là, du hardware, etc. Savoir si un processeur consomme trop, chauffe trop. Ce qui fait qu'on a des métiers assez différents entre un hébergé et un hébergeur, des attentes assez différentes, mais qu'il y a quelques sujets clés sur lesquels on partage la responsabilité, et c'est ces sujets qu'on va aborder. Le premier de ces sujets, c'est que, normalement, vous tous ici, qui êtes SEO, éditeurs, créateurs de sites, il y a une notion de performance sur le web. Alors, Christophe, quand on parle de performance côté SEO, toi, ça t'évoque quoi ? Ça m'évoque un certain nombre de choses, et on n'est peut-être pas tous d'accord d'ailleurs là-dessus, mais la partie performance dans un SEO, ça rejoint les critères d'expérience utilisateur de Google. Et parmi ceux-là, ce qu'on va, je pense, partager, tu vas me confirmer, c'est notamment toute la partie rapidité du site. Donc les fameux core web. Ah, ils sont pas mauvais quand même. Hein. On les applaudit. On les applaudit. Ok. Donc les fameux Core Web Vitals, dont je perds tout le temps le nom, donc je ne vais pas vous faire l'affront de réessayer de les trouver. Et puis, moi, en tant que SEO, finalement, celui qui m'intéresse le plus, c'est le fameux TTFB. TTFB... Ah, les gens de CNoise suivent, là aussi ça suit un peu. Ok, donc Time to First Byte, moi en tant que SEO, c'est vraiment celui-là qui est le plus important. Petit teasing, Patrick, mon associé de chez 410, va faire une conférence là-dessus, je crois que c'est demain, où il a analysé tout un tas de SERP et il a retrouvé ce dénominateur commun de Time to First Byte sur les sites qui rankent. Le reste, je serais tenté de dire qu'après, c'est du boulot d'intégration, de faire son job correctement sur tous les autres. Hein. C'est de l'HTML et du CSS. Donc moi, si je parle de web perf pur, mon gros besoin, c'est un TTFB qui cartonne. Et je crois que là, tu peux m'aider en fait. En partie. C'est-à-dire que oui, moi mon métier, c'est de faire en sorte que mes serveurs, mes arrivées réseau, il y a des gros câbles qui traînent un peu partout, soient efficaces, tournent. Nous, notre métier, c'est de suivre aussi l'évolution matérielle. Vous le voyez tous, vous êtes tous équipés d'outils informatiques, vous imaginez à l'échelle d'un hébergeur. Nous, quand il y a des changements de génération de processeurs, quand il y a des changements de génération, on a vécu, ça c'était il y a une dizaine d'années, un énorme progrès, c'est dans le stockage, où on est passé des disques durs mécaniques, qui aujourd'hui vraiment s'apparentent à de la platine vinyle. Alors c'est beau, c'est vintage, ça fait classe dans le salon, mais pour le TTFB, c'est pas ouf.
Aujourd'hui, on est sur des technologies qu'on appelle NVMe, sur du stockage flash, où les débits n'ont strictement plus rien à voir. Il a fallu que nous, hébergeurs, on se dise, parce que c'est pas comme je change un disque dur sur un PC, de bosser en tant qu'hébergeur. On a, dans une société dont je tairai le nom, on a un peu plus de 400 000 sites hébergés. Mais à l'échelle d'un hébergeur, un changement de matériel, c'est impactant. Parce que nous, c'est la chaîne de maintenance, c'est une chaîne de production à tenir, des chaînes d'approvisionnement. Vous avez entendu parler depuis 2020 de petits sujets sur l'approvisionnement de composants informatiques. Nous, forcément, on l'a vécu, à nous d'être intelligents. Et c'est là que hébergeur, c'est aussi un métier où il faut maîtriser vraiment son infrastructure. On est un peu comme des fois, on a des débats un peu comme les boulangers, parce qu'il y a hébergeurs et hébergeurs sur le marché. Il y a des hébergeurs qui possèdent leur infrastructure et gèrent tout de bout en bout. Il y a des hébergeurs qui s'appuient en fait sur des hébergeurs et qui amènent la partie logicielle de l'hébergement. Moi, je vais défendre le point de vue qui dit que maîtriser la chaîne totale, c'est s'assurer de la notion de performance. Par contre, je disais en partie, parce qu'il y a plein de choses pour votre TTFB, c'est pas moi qui vais m'en occuper. Si vous déployez un WordPress avec les pieds, que vous mettez des images à 12 gigas l'image, que vous avez codé à l'envers un site qui ne serait pas un WordPress, moi je vais vous fournir des outils pour vous montrer que votre site il est pourri, mais je ne vais pas pouvoir y faire grand chose honnêtement. Donc là, sur la performance, on a vraiment cette responsabilité partagée. Vous amenez l'intelligence pour vos sites ou les sites de vos clients, pour les rendre performants dans les bonnes pratiques sur l'étude de l'algorithme de Google pour savoir qu'est-ce qu'il entend par ces fameux Core Web Vitals, le TTFB, comment je peux l'optimiser, etc. Moi, je dois vous fournir l'outil pour le déployer. Donc honnêtement, il y a plus de taf de votre côté que du mien. Voilà. Alors ouais, ce TTFB, il peut être mauvais pour plein de raisons. Pour moi, il est mauvais si en effet on fait trop de requêtes PHP, que ces requêtes-là sont trop longues côté serveur ou que tous les accès bases de données sont mal goupillés. Si je fais des requêtes SQL à tour de bras et que ces requêtes SQL sont longues, en effet, c'est moi qui ai tort, et toi, t'as beau avoir le serveur le plus rapide, ça marchera pas. Mais malgré tout, même si je suis un peu mauvais, tu vas peut-être pouvoir m'aider avec du cache, non? Alors, après voilà, nous on doit fournir en tant qu'hébergeur des outils. Dans ces outils, il va y avoir des outils pour que vous puissiez surveiller notamment vos moteurs de base de données. WordPress, c'est un outil extraordinaire dans la démocratisation du web depuis des années. Mais WordPress a une plaie technique, c'est sa performance en base de données. Mais alors, globalement, dans les architectures web, là où ça pêche le plus, c'est sur la base de données. Si on n'est pas capable de comprendre comment fonctionnent les requêtes SQL sur sa base, c'est dur d'optimiser. Et derrière, pour amener un outil supplémentaire, effectivement, tous les hébergeurs du marché dignes de ce nom offrent des solutions de cache ou la possibilité de déployer vos propres solutions de cache. Le cache, c'est quoi? C'est de dire, je vais précharger un certain nombre de contenus pour que quand l'utilisateur, l'internaute, se connecte, il soit affiché plus rapidement. Aussi simple que ça. Historiquement, ça marche beaucoup pour tout le contenu multimédia, images, vidéos, etc. Maintenant, ça peut marcher aussi sur du code applicatif qui est un peu lourd. Je pense à des sites e-commerce, par exemple, où un site e-commerce sans cache, ça peut vite devenir compliqué parce qu'on peut avoir des complexités. Vous savez, dans votre e-commerce, il y a 8 options de livraison en fonction du type de produit que vous avez. Il y a du code qui tourne derrière pour proposer les options de livraison, pour donner un exemple concret. Ça, on peut le mettre en cache pour que le site soit plus performant. L'avantage de ce cache, et ça rejoint peut-être un des points qu'on va parler juste après, c'est aussi qu'à partir du moment où on va mettre du cache, on va limiter grandement les accès à la base de données. Les requêtes, elles sont précalculées, on a finalement généré des pages statiques quasiment, c'est du HTML qui est tout prêt, à l'ancienne, comme dans les années 90. Et ça, c'est un gros avantage, c'est que venir faire un passage télé sans avoir du cache, c'est juste impossible. Le nombre de connexions à la base de données va exploser. Donc le cache, ça va nous permettre d'être performant, mais aussi d'avancer sur de la disponibilité. Mais c'était peut-être une slide qui arrive juste après, non? À moins que tu aies encore des trucs à dire sur la perf. Non, sur la perf, sauf si vous avez des questions, des remarques. Alors dispo, j'avoue que je sais pas pourquoi tu as mis 2 photos de nous là en bas, mais... Ah non, c'est pas nous. Ah, c'est pas nous. Je vous présente Romain de l'équipe technique de Switch. Alors la disponibilité... c'est un vrai sujet dans le web.
Jusqu'à il y a quelques années, on prenait souvent le monde de la fourniture d'énergie, d'électricité, pour parler de très haute dispo. Maintenant, dans le monde entier, globalement, de la panne EDF, c'est presque devenu acceptable. Par contre, un e-commerçant, son site il est down 2 minutes, c'est la panique, c'est la fin du monde, c'est la guerre thermonucléaire. Et même des SEO qui ont un MFA down pendant 5 minutes, c'est la guerre thermonucléaire. Alors ça, je me permettrai de le challenger. Vos sourires me rassurent. La dispo, là, on a beaucoup de boulot. Mais vous devez avoir une compréhension. Je vais reprendre l'exemple de WordPress. Moi, des fois, j'ai des réflexions qui me disent « Ouais, mais t'as ton serveur qui est down. » Ok. Nous, la seule certitude que nous avons en tant qu'hébergeur, on gère du matériel. La seule certitude qu'on a, c'est que chaque minute qui passe est une minute qui nous rapproche d'une prochaine panne. C'est la vie du matériel. Un disque dur, ça tombe en rade. Une alim électrique, ça tombe en rade. D'accord ? Il y a des moyens de s'en prémunir, mais je ne peux pas arriver dans la disponibilité. On a 2 mondes. On a ce qu'on appelle le RTO, le Recovery Time Objective, et le RPO, le Recovery Point. Recovery Time, c'est quelle est la durée d'indisponibilité que je vais juger acceptable. Le point, c'est est-ce que j'accepte de perdre de la donnée. Quand je m'appelle, je ne sais pas quelle grande banque, je ne vais pas faire de la pub à une banque, que j'ai mon système informatique qui gère les distributeurs de billets, la perte de données n'est pas acceptable. On aimerait tous avoir un truc où j'ai retiré 100 balles et ça ne se voit pas sur mon compte. Et ça n'arrive pas. D'accord ? Il y a d'autres systèmes pour lesquels on peut accepter une perte de données partielle parce qu'il y a eu un incident. Alors moi, hébergeur, je dois vous prémunir de cet incident, mais vous, encore une fois, vous devez le comprendre. Je vais reprendre l'exemple de WordPress. Si quelqu'un dans la salle me dit « J'ai développé du WordPress qui peut se clusteriser en actif-actif sur 2 serveurs en simultané », qu'il m'appelle, je lui trouve un investisseur pour qu'on fasse une boîte du feu de Dieu. Mais à ma connaissance, ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, un WordPress sur un serveur, si le serveur tombe, il va être indisponible. Moi, je dois faire en sorte que l'indisponibilité soit la plus courte possible. Alors pour ça, j'ai des choses, les photos que je vous ai mises, là, c'est la mise en prod d'un nouveau data center chez nous. À droite, c'est des petites machines, ce sont les groupes électrogènes. Parce que la première disponibilité, moi, c'est l'accès à l'énergie. Là, il y a 2 belles bêtes qui font la petite bagatelle de 25 tonnes chacune, qui fait qu'il faut que je sois capable, si EDF ne me fournit plus d'électricité, de dire « votre site peut tourner ». Donc là, je fais démarrer les bestioles. À gauche, vous avez des petites cuves d'eau froide, et c'est pas pour servir en pastis, même si on aime ça. C'est ce qui sert à réfrigérer. Et tout est retombé dans un monde de data center. Si vous regardez là, vous voyez, à droite, on en voit une, au fond, il y a 2 cuves, il n'y en a qu'une qui est active dans le data center. Vous voyez en bleu, là, ce sont les pompes qui permettent de faire circuler cette eau froide dans les systèmes pour climatiser. Il y a 2 pompes par cuve, il n'y en a qu'une qui est active en simultané. Nous, on redonde tout. Les groupes électrogènes, il y en a 2, c'est parce qu'on ne fait jamais tourner les 2 en même temps. Alors après, il y a des procédures de test pour ces choses-là, parce que sinon, notamment les groupes, si on attend d'être en panne pour le démarrer, en général, ce qui se passe, c'est qu'il ne démarre pas. D'accord ? Ça peut arriver, mais c'est bien de l'éviter. Tout ça est processé dans un data center. Ça, c'est pour amener vraiment de la disponibilité de base matérielle. Parce que si j'ai pas d'énergie dans mon data center, je peux pas vous donner de dispo de vos serveurs. D'accord ? Après, j'ai le stockage, l'archivage de données. Qui n'a jamais vécu le truc en disant « Oups, elle est où ma sauvegarde ?» Nous, on en a. Tous les hébergeurs en ont. En tout cas, vérifiez que vos hébergeurs en ont. Et vous pouvez les demander. J'ai raté. Et j'ai besoin de remettre le site il y a 5 jours. Une bonne pratique serait aussi de ne pas dépendre exclusivement de l'hébergeur chez qui vous êtes pour la sauvegarde. Faites de la sauvegarde croisée. Soyez paranoïaque avec vos données pour la disponibilité. Parce que demain, le Puy-de-Dôme se réveille et nos data centers disparaissent. Alors, c'est pas prévu. J'allais te demander où c'était ce joli ciel bleu. On n'a pas la géologie qui nous dit que ça va arriver. Mais supposons. Ça veut dire que si vous avez tout chez nous, ben vous n'avez plus rien. Parce que la ville de Clermont-Ferrand est rasée et tous nos sites n'existent plus. D'accord ? Si j'ai une défaillance économique, ça peut exister. D'accord ?
Soyez paranoïaques, assurez-vous de la dispo pour pouvoir remonter là où vous voulez. Vous avez normalement tous des bonnes pratiques de ne pas prendre vos domaines et votre hébergement au même endroit, pour ces raisons-là aussi. Donc découplez au maximum pour assurer la disponibilité. Ouais, moi j'aime bien le rappeler, on met pas tous les œufs dans le même panier, comme on dit. Alors c'est mieux. C'est pas mal, hein. Donc ouais, tu nous disais, ça c'est à Clermont, ce beau ciel bleu. Oui. Ouais. Oui, ce qui fait beau chez nous. Et ouais, je vais être taquin, mais des fois, il y a des incendies comme à Strasbourg. Il se passe quoi chez vous, tiens? Alors là, tu arrives sur la slide d'après. Ah, toi, mais je fais des On enchaînements. arrive, c'est beau, Je fais des enchaînements. Beau, Christophe. On a presque l'impression qu'on a préparé la conf. Ouais. Pas mal. On arrive au domaine de la sécurité. La sécurité, c'est là où le modèle de responsabilité partagée est le plus fort. Nous, on a un devoir d'assurer la sécurité sur notre localisation, sur l'accès physique à nos data centers. C'est pas n'importe qui rentre dans une salle serveur chez un hébergeur. Il y a même des hébergeurs qui interdisent formellement les visites clients pour des raisons de sécurité. D'accord ? L'incendie, chez nous par exemple, la gestion de l'incendie, les salles serveurs sont équipées de capteurs qui envoient des informations de température toutes les secondes. Alors vous imaginez bien que s'il y a le feu sur un matériel informatique, l'eau n'est pas notre meilleur ami avec l'électronique. C'est pas ouf. Essayez de plonger votre MacBook Pro dans votre baignoire, ça lui fait pas du bien. Donc on a un système qui est à base de gaz, d'argon en l'occurrence, qui, s'il y a une suspicion d'incendie, va se déclencher dans les salles serveurs. Et là, en quelques dizaines de secondes, il n'y a plus d'oxygène dans la salle. Alors pour ça, il faut que nous, on ait des procédures, par contre. Parce que si j'ai un de mes techs qui est en train de changer un disque dur, j'ai un souci. Et on les aime bien, nos gars. Si on peut éviter de les asphyxier, ça nous arrange. Hein. D'accord ? Donc tout ça est processé chez un hébergeur. La sécurité matérielle, la protection électrique aussi, d'avoir les onduleurs, la qualité de signal électrique qui soit bonne, etc. Vous voyez, nous on est dans un métier qui est quelque part très loin du web. Hein. On va plus parler d'ingénierie, génie civil, électricité, réseau, etc. que de pur web. On a évidemment après de la sécurité de notre côté par le bas pour rentrer sur les data centers, pour rentrer logiquement, éventuellement attaquer les data centers. Des attaques, il y en a très souvent chez tous les hébergeurs. Nous, on sait les protéger. Je vais prendre l'attaque la plus courante, l'attaque en déni de service, un DDoS. Et là, normalement, il y a quelqu'un dans la salle, mais comme je ne vais pas lui laisser le temps, il ne pourra pas, qui va me dire « C'est quoi votre seuil d'attaque DDoS ?» Pour détecter une attaque DDoS. Si je vous le dis, je suis un fou. Ah oui. Parce que dans ce cas-là, je me mets juste en dessous et je passe crème. Donc, je ne vais pas vous le dire. Ça, c'est des protections. Alors, il y a plein de systèmes automatisés de protection, mais côté hébergeur, la meilleure des sécurités, c'est la sécurité humaine. C'est d'avoir des gens qui surveillent tout ce qui se passe et tout ce qui va être considéré comme un comportement anormal. Le monde de la cybersécurité est en train d'énormément évoluer, au même titre que le vôtre, par justement l'intelligence artificielle. On va être assez paranoïaque et mettre un petit peu de temps à y aller. Voilà. Et après, il y a une dernière chose qui ne concerne pas du tout le monde du SEO. Vous êtes tous parfaitement conscients des risques que vous encourez. C'est la protection juridique des contenus. Personne n'a jamais scrappé un nom de marque déposé. Non. Hein ? Par défaut, en tant qu'hébergeur, nous, on va vous protéger au maximum. C'est-à-dire qu'il faut savoir que si vous me sollicitez pour un de vos clients qui est une marque, en disant ce site il parle de ma marque et faut le mettre par terre, moi je ferai rien. Vous n'êtes pas la justice française. Si j'ai un juge qui me dit je dois mettre à disposition des données, par contre, je suis une société de droit français. Donc bien évidemment que je le mets à disposition. J'ai eu un exemple récemment. Vous savez, je veux faire du site avec un peu de traf et je fais un site d'hébergement de librairie d'images. Il y en a plein qui ont fait ça. Ça a été un truc très à la mode à une époque, ça existe toujours. Et j'ai une image pédopornographique hébergée. Ben moi, j'ai une décision de justice qui arrive et qui me demande de mettre l'hébergement sous scellé. Ça devient comme une scène de crime. Par contre, en termes de stratégie de déploiement, moi, agence SEO, j'ai mis tous mes sites et notamment j'ai mis des money sites à côté de ce site-là sur le même compte d'hébergement. Moi, je bloque l'hébergement. C'est une obligation légale.
Et on peut s'appeler parce qu'on est copains, etc. Mais là, à un moment, je suis pas plus fort que la loi. Je rentre pas dans le costume de Judge Dredd, je suis un peu trop large. Donc aujourd'hui, nous, on a ce travail-là. Par contre, la notion de légalité de ce qui est fait, c'est de votre responsabilité. Ce sont vos données ou les données de vos clients. Et donc, il faut que vous soyez sûr de ce que vous faites. Et quand on a un business de masse comme un hébergeur, ce qui va être borderline, c'est compliqué. J'ai eu un appel un jour de quelqu'un qui me dit « Je comprends pas, vous m'avez fermé mon compte. » C'était il y a quelques années ça. Et il me dit « Je lui dis, t'avais quoi dessus ?» J'avais du contenu adulte. J'ai dit « Oui, j'ai des CGU, des CGV, l'ILE, c'est interdit. » Et il me dit « Bah oui, mais j'en avais déjà plein avant, vous les avez jamais fermés. » Je dis « Merci de l'information. » Eh oui, il y a des thématiques qui sont pas nécessairement légales ou dans des zones grises de la légalité avec lesquelles nous on va pas jouer parce que au bout d'un moment, s'il y a une décision de justice et qu'on ne réagit pas, ce sont les dirigeants de l'hébergeur qui sont pénalement responsables ou juridiquement responsables. Donc à un moment, on va pas avec des hébergeurs qui ont des centaines de milliers ou des millions de sites, on va pas jouer. D'accord ? Donc là, on est vraiment dans cette responsabilité partagée. Dans la sécurité, moi je vous sécurise tout server-side et vous me laissez un bon WordPress avec mon site.fr/wp-admin, login, admin, mot de passe, admin, je vous déteste. Eh oui. Il y a quand même des bonnes pratiques de base. Je veux dire, apparemment, tu l'as déjà fait ça. Je la tête que tu as fait, mon ami. Et c'est quelqu'un de chez Noise, pour ceux qui ne voient pas. Donc, vraiment, cette responsabilité, elle est partagée. Moi, j'ai mis le barrière. Mettez à jour vos WordPress. Mettez à jour vos WordPress. Checkez les extensions que vous installez avant de les installer. Hein, un petit check à droite à gauche pour savoir s'il n'y a pas eu des problèmes avec cette extension et des failles identifiées, etc. Il y en a tous les jours. C'est la beauté du monde très ouvert qu'est WordPress, mais c'est le drame aussi. Ça oblige à être un petit peu conscient de ce qu'on déploie. Je parle de WordPress, mais c'est vrai ailleurs. Testez vos codes. Si vous pensez ne pas avoir les compétences en cybersécurité, il y a des gens très bien, il doit y en avoir dans la salle aujourd'hui. Travaillez avec ces gens-là. Parce que sinon, moi je ne vais pas pouvoir faire grand-chose pour vous. Je vais pouvoir vous dire, il y a un problème, je sais d'où ça vient, mais je ne vais pas le résoudre à votre place. Et évidemment, il y a la protection des données de vos clients, qu'elles soient juridiques, qu'elles soient fonctionnelles, que vous devez avoir. Moi, je voulais faire je voulais revenir sur cette partie protection juridique, entre guillemets. J'ai eu un exemple, moi, d'un site hébergé chez O2Switch. J'ai remonté un expiré tranquillement, j'ai remis un petit peu de contenu dessus. Puis quelques jours après, j'ai reçu un gentil message, justement, de quelqu'un de chez O2Switch, du support, qui m'a dit il y a monsieur machin, telle adresse email, qui s'est plaint que son nom de domaine lui avait été volé, que quelqu'un avait remonté de données dessus, certainement pour lui demander une rançon. Mais le message était sympa, je me suis pas senti attaqué par la personne de suite, elle m'a prévenu que vous aviez reçu ce message-là. Donc moi j'ai pu contacter le gars, je lui ai expliqué que je ne lui avais pas volé son nom de domaine, et il est toujours hébergé chez vous, et je n'ai pas demandé de rançon. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas de jugement. Voilà, l'info m'a été remontée, si j'avais fait n'importe quoi, c'était pour ma pomme, mais en tout cas vous avez en effet pas pris de décision, vous avez transféré l'info. Nous, on est là pour respecter la loi, mais on est aussi là pour protéger nos clients. On a une maîtrise, probablement, une connaissance juridique que vous n'avez pas forcément. Quand on peut vous aider, on vous aide. Après, quand ça arrive une fois, ça va. Mais c'est quand il y en a plusieurs que ça pose problème. Spécial dédicace à l'Auvergne. Pardon, excusez-moi. Oui, si tous les 3 mois, vous m'obligez à solliciter notre avocat, nos avocats, les cabinets de conseil que nous avons avec nous, etc. À un moment, ça va me tendre. D'accord ? Mais on va essayer de travailler évidemment en bonne intelligence avec nos hébergeurs. Voilà. Mais ce monde-là de la sécurité, et notamment, moi des fois dans les discussions que j'ai dans les événements SEO, vous avez une mentalité de pionnier, une mentalité d'aller chercher des choses, et je trouve ça assez énergisant. Mais il me semble que ça arrive un peu trop souvent que vous preniez des risques, notamment légaux, qui me paraissent largement inconsidérés. Et notamment sur la légalité de la donnée, les risques encourus peuvent être quand même graves. Hein. Attention, hein, aujourd'hui, les dispositifs législatifs se renforcent là-dessus.
Et nous, on est obligé de devenir un petit peu strict, parce qu'avec tous les hébergeurs, avec les volumes que nous hébergeons, on ne peut pas se permettre à un moment d'être associé à des problématiques légales. Donc, voilà, c'est le message qui nous paraît important de dire, c'est faites attention. Et si je reprends mon exemple, qui a été c'est concret, parce que, bon, évidemment, j'avais dû faire remonter le domaine par un stagiaire ou par moi un jour où je n'étais pas motivé, et j'avais dû un peu oublier de mettre des mentions légales, ce genre de choses-là. Bon, bah, ODoSwitch m'a gentiment rappelé qu'il ne fallait pas que j'oublie trop souvent. Non. Voilà. Donc, pensez, quand vous remontez des domaines, à ne pas oublier ces pages mentions légales, RGPD et compagnie. Ça va vous aider dans les relations aussi avec votre hébergeur. Exactement. On enchaîne ? Ouais. On a un dernier point, un dernier sujet où il y a une responsabilité, en partie donc spécifiquement avec vous, mais avec n'importe quel type d'hébergeur. On a largement pas que des SEO quand on est un hébergeur qui sont chez nous. C'est l'optimisation du SEO. Encore une fois, moi, mon métier, ça va être de vous fournir des outils. Des outils pour gérer vos sites, pour gérer vos adresses IP, etc. Pardon. Excusez-moi pour ceux qui étaient à distance, j'ai été coupé. Après, ces outils-là, c'est à vous de savoir quoi en faire. C'est-à-dire que si je vous file une pelle et que vous vous tapez le pied avec, faut pas venir me voir. Sauf si la pelle n'a pas fonctionné comme elle était censée fonctionner. Donc nous, on va avoir tous les hébergeurs ont un certain nombre d'outils pour vous faciliter la vie sur le déploiement des sites. Après, vous êtes des SEO, donc on sait que quand on décide de travailler avec vous, on va jouer ensemble sur la notion de limite. En se disant, j'en ai mis 50, je vais peut-être en mettre un 51e site. Mais encore une fois, au-delà de la quantité que vous pouvez mettre, il y a une réflexion à avoir sur la prise de risque. Si j'ai des sites qui peuvent faire prendre un risque à un money site, est-ce que, et dans le monde de l'hébergement, il y a différents types d'hébergement, le mutualisé, le dédié, le cloud, le VPS, etc. Vu l'accessibilité du monde de l'hébergement globalement, et là vraiment je ne parle pas que de nous, il y a des offres d'hébergement un peu partout, se dire ce money site, je vais le protéger et le mettre chez un hébergeur seul pour être sûr qu'il n'est pas embêté, etc. Normalement, au prix de l'hébergement, si vous me dites que ça impacte le modèle économique de ce site, je vous inviterai gentiment, honnêtement, à changer de métier. Parce que potentiellement, c'est pas cher aujourd'hui l'hébergement. Dans un projet web, c'est pas ça qui doit vous impacter. D'accord ? Donc, responsabilité partagée, parce que cette stratégie, il n'y a que vous qui pouvez la définir. Si vous décidez de mettre tous vos œufs dans le même panier, comme tu disais, moi je peux pas vous contraindre à faire le contraire. Quelque part, c'est votre problème. Je serai là quand vous aurez un problème avec le support, etc. Quel que soit l'hébergeur avec lequel vous travaillez, testez son support, les canaux de communication du support, les temps de réaction du support, c'est évidemment important. Si c'est un hébergeur que vous ne connaissez pas, testez-le, bien sûr. Donc, cette optimisation. Après, le reste de l'optimisation SEO, ça c'est votre métier, ça je le connais pas, mais vous devez avoir les outils à dispo pour pouvoir le faire. Juste, je reviens 2 petites secondes malgré tout sur cette segmentation. Il me semble que chez ODoSwitch, il existe une fonctionnalité donc, qui permet de segmenter, ça s'appelle des lunes, non ? Oui, ça fait partie des fonctionnalités, de dire je crée plusieurs sous-environnements de mon panel. On n'est pas les seuls à le faire, hein. Il y a un autre hébergeur qui est là-haut, que vous pouvez aller voir, qui le fait aussi très bien, qui permet de dire je vais sous-segmenter mes environnements, ces panels pour cloisonner, etc. Ça reste sur un compte d'hébergement, hein. C'est le même compte d'hébergement. Je peux prendre plusieurs comptes d'hébergement, je peux prendre un compte d'hébergement chez A, un autre chez B, je peux avoir des sites qui méritent du serveur dédié, d'autres, je vais mixer mon travail d'hébergement. Alors oui, c'est un peu pénible parce qu'il faut se souvenir de qui est où, comment, etc. Mais ça doit être des process aussi de suivi de maintenance que si vous n'avez pas imaginé, je vous invite à en discuter avec des gens qui l'ont peut-être fait et qui peuvent vous inspirer pour le faire. Bon, moi, Kovan, tu sais, je remonte des domaines expirés, des fois je me fais gronder, je remonte quand même un certain nombre. Puis bah évidemment, je me dis que c'est malin qu'ils n'aient pas tous la même adresse IP. Alors là, il faut que je prenne 250 comptes avec 250 hébergeurs différents ou... Non, aujourd'hui, chez tous les hébergeurs, il y en a chez qui c'est gratuit, d'autres chez qui c'est payant. Vous avez normalement la possibilité d'intégrer la notion d'IP et d'affecter des IP à vos sites. Alors attention,
Chez nous, par exemple, c'est de l'IP mutualisé. Vous pouvez avoir besoin d'IP dédié. Encore une fois, il faut juste connaître les modalités de déploiement de ce type d'outils, comme les adresses IP, pour savoir lesquelles sont les bonnes pour vous. Un jour, j'ai un SEO qui me dit et si je m'embêtais pas et que j'amenais 10 000 sites chez toi? Je dis non, j'en veux pas en fait. J'en veux pas parce qu'en fait, ton besoin en IP est trop spécifique et je ne vais pas l'adresser correctement. Pareil, quand je dis contacter les supports, quand vous avez des questions, vous avez le droit de contacter les supports de vos hébergeurs avant de tester pour gagner du temps, pour savoir si c'est possible ou pas. Après, si vous avez envie de perdre une demi-journée par-ci par-là, j'ai pas de problème. Mais n'hésitez pas à nous solliciter en proactif. On n'a pas la prétention de connaître tous les cas possibles d'utilisation de nos services. Donc surtout, sollicitez-nous. Alors si je continue un peu dans cette logique-là, moi en tant que SEO, tous mes clients ils sont pas à Clermont-Ferrand. Est-ce que je peux avoir des clients aux États-Unis Oui, il y a des outils tiers qui existent, du CDN, pour faire du content, du caching de contenu localisé. Aujourd'hui, la localisation de la donnée a plus d'importance. Souvent, c'est un ressenti du client. Je vous invite, s'il y en a qui ont des clients en Suisse, à aller expliquer à des Suisses que vous n'allez pas mettre leurs données en Suisse. C'est pas facile. Ils ont une législation qui est très dure, qui les protège beaucoup. Mais donc après, voilà, on a des outils type CDN, des Cloudflare, des CloudFront qui peuvent vous permettre de déployer, de rendre accessibles les contenus de façon performante dans le monde entier. Je crois qu'on va devoir s'arrêter là, mon Christophe. Ouais, pour pouvoir prendre les questions. J'avais juste une petite dernière avant qu'on close là-dessus, mais bon, moi malgré tout, en tant que SEO, je ne monte pas 10 000 sites, mais j'ai besoin d'automatiser un peu les choses. Qu'est-ce que les hébergeurs nous proposent là-dessus, à nous? Les hébergeurs peuvent vous proposer des accès SSH, des accès API, selon les hébergeurs, qui vous permettent d'automatiser plus ou moins certains services, certains accès aux services, et s'intégrer dans vos processus. Ok. Merci à toutes et tous. Avant que nous, on vous pose une question, est-ce qu'il y a des questions dans l'audience sur le monde de l'hébergement? Pierre, ici. Merci. Allô. C'est bon. Regarde la caméra, Pierre. Dans la lumière. Merci pour la conf, c'était super intéressant, ça change un petit peu d'une confesso standard, on va dire. Moi j'avais une question, il y a Raph Doucet qui a partagé un retour d'expérience que j'ai eu perso il y a eu maintenant quelques années. D'un site du coup qui avait une IP qui s'est fait flaguer par Google et du coup, enfin pas un site à lui, mais du coup un site à lui partageait une IP qui s'était fait flaguer par Google et donc le site était devenu blacklisté en gros. C'est quoi votre avis? Moi j'ai un avis sur la question, mais c'est quoi votre avis sur la responsabilité du mec qui a le site versus la responsabilité de l'hébergeur de vérifier le blacklistage ou non des IP de Google ou Bing ou peu importe le moteur? Pour moi, elle est partagée encore une fois. Les IP chez nous, par exemple, sont donc mutualisés, donc vous l'utilisez pour un seul site, mais il y a d'autres sites qui peuvent l'utiliser. Il peut se passer quelque chose comme ça. Nous, on va surveiller globalement. Ce qui se passe, c'est quand il y a des choses qui mettent à risque des sites, on va faire en sorte de limiter ce risque, qui peut aller jusqu'à la suspension d'un compte et de l'accès en ligne du site. Mais la bonne pratique, on n'est pas infaillible là-dessus du tout. Il faut être très clair. On va être très humble par rapport à ça. Oui, à vous de surveiller si à un moment ça arrive, de pouvoir réagir très vite et de changer l'IP. Ouais, mais dans le cas où nous on est SO, donc on connaît le réflexe à regarder le test mobile friendly pour vérifier que le site soit pas bloqué, etc. Pour ceux que ça passe, c'est ce qu'il faut faire par exemple. Mais par contre, Jean-Michel qui est plombier, qui a pris son site de Switch et que son site est désindexé du jour au lendemain, c'est un peu... Mais c'est un peu la cata pour un gars qui connaît pas. Et là, en l'occurrence, moi, j'avais l'avis que c'est pas de Switch de vérifier ça, mais du coup, indirectement, à partir du moment où on partage des sites avec des gens qui vont faire n'importe quoi, il y a un problème de comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces gens-là ne se retrouvent pas dans la panade, parce qu'il y a des sites... moi, en l'occurrence, le retour d'expérience que j'avais, c'était un pote qui a perdu son site. Il m'a dit, je comprends pas. Hier, j'étais premier sur mon nom de marque. Aujourd'hui, j'ai plus aucun site. Donc, site de points, ok, t'es désindexé. Qu'est-ce qui se passe et tout? Si j'avais pas été là, il aurait peut-être été voir quelqu'un d'autre. Mais au final, du coup,
l'hébergeur, c'était pas sous le Switch par exemple, mais l'hébergeur aurait jamais déclenché une alerte auprès de lui en lui disant une IP de chez vous a été blacklistée. Enfin, je pense en tout cas. Non, nous, honnêtement, je pense qu'on ne saurait pas le faire correctement à l'échelle industrielle. C'est pour ça que nous, si on voit des contenus sur des sites qui vont pénaliser, qui vont faire qu'il y a un risque de désindexation ou de pénalité, on va agir en mode préventif. Mais le jour où ça arrive, où ça tombe, où la sanction tombe, là c'est du mode réactif et là c'est plutôt côté client, que ce soit agence SEO, que ce soit éditeur, que ce soit webmaster ou le plombier du coin, qui va devoir réagir. Merci Pierre. Ouais, et puis merci d'avoir rappelé la petite astuce là, du test mobile friendly. Je pense que ça a pu résonner aux oreilles de certains dans la salle. Donc ça c'est top. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Merci pour la conf. J'avais une question par rapport à l'utilisation d'un CDN, comme Cloudflare par exemple. J'avais entendu des bruits comme quoi ça pouvait avoir un impact négatif sur le TTBF. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez par rapport à cette donnée-là, ou c'est mieux d'être en direct voilà. Alors là, je vais être très courageux dans la réponse et je vais demander à Christophe de répondre. Parce que là, c'est vraiment plus un côté SEO. Oui, ça peut avoir un impact. En effet, je te le confirme. Après, j'ai tendance à dire qu'il faut calculer les avantages et les inconvénients que l'un et l'autre vont amener. Alors, ça a des avantages aussi en termes de sécu, hein, ça vient masquer quelque part ton IP. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Typiquement, si tu te requiquines à faire une IP dédiée, une IP spécifique chez O2 Switch et que tu mets un CDN devant, voilà, ça ne sert plus à grand-chose de l'avoir fait chez O2. Après, ça va quand même apporter aussi l'avantage d'un Cloudflare, c'est que si tu n'es pas super optimisé, il va être capable de gérer des formats d'images optimisés. Donc peut-être que ce que tu peux perdre sur le TTFB, tu vas le récupérer à d'autres endroits. Donc je pense qu'il faut analyser les deux. J'ai pas une réponse toute faite. Moi j'en fais, pas tout le temps, mais ça m'arrive assez souvent quand même de le faire. Juste une remarque sur le CDN, c'est une brique technique supplémentaire que vous déployez sur votre site, qui doit interagir correctement avec l'hébergement. Tous les éditeurs de CDN vont vous dire vous cliquez, ça se déploie. Ça se travaille quand même. Des gens qui ont des problèmes chez nous ou ailleurs, chez d'autres hébergeurs, par rapport au CDN, parce qu'ils ont été déployés peut-être un peu de façon non maîtrisée, c'est un sujet. Si le besoin de CDN existe, si vous n'avez jamais déployé un CDN, faites-vous accompagner au moins une première fois. Ouais. Parce que c'est une couche technique supplémentaire que vous ajoutez, donc une complexité technique, donc un risque potentiel de performance, de sécurité, de disponibilité, etc. etc. Après, quand Cloudflare tombe en panne, ce qui n'est pas si souvent que ça, il y a à peu près la moitié du net qui est plus disponible. C'est pas parce que tout le monde le fait que c'est une bonne chose, mais je pense que c'est pas si mal. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être ? On a été tellement clair, c'est beau. Il faut savoir s'auto-congratuler, sinon les gens ne font pas faire. Ouais. Allez, pour finir cette conférence, la question mug. J'ai fait un truc fun sur un sujet facile, etc. Qui est responsable de la légalité des données hébergées ? Elle n'était pas facile finalement la question. Les deux. Les deux. C'est cette fameuse responsabilité partagée, ouais. Et donc, ça m'embête un petit peu, mais t'as gagné le mug. Je vous remercie à toutes et tous. Je vous souhaite une excellente continuation sur SEO Camp. On va remercier nos sponsors généreux, dont un certain O2 Switch, mais aussi plein d'autres. Merci.